la fiche et je vais juste mettre l'idée. Comme ça, je l'aurai sous les yeux. Ça sera plus simple. Bon, c'est bon. Dis-moi quand est-ce que c'est bon si tu enregistres. Voilà, c'est bon. Parti. C'est parti. Bon, alors, du coup, bonjour, je suis Baptiste, chef de secteur chez Panzani. Du coup, Panzani, qu'on connaît bien pour les pâtes, c'est une société française basée à Lyon, qui est le leader des pâtes en France et qui n'est pas seulement que fournisseur de pâtes, parce qu'il fournit aussi du riz, des sauces, du couscous, des pâtes haut de gamme, donc avec la marque Garofalo. Ça fait un portefeuille de marques qui est assez large avec Panzani, Garofalo, Lustucru, Toro Ailé, les couscous Ferrero Regia et une nouvelle marque Simon. Donc, beaucoup de produits. La société, elle est rattachée au groupe Panzani, qui a aussi la marque Lustucru Sélection sur les produits frais avec les pâtes fraîches, etc. Donc, c'est une grosse société d'agroalimentaire qui vit dans un réseau de la grande distribution, dans un réseau aussi de la restauration hors domicile et avec des activités aussi internationales. Moi, le secteur d'activité, le réseau que j'anime, c'est plutôt un réseau de grande distribution axé sur plusieurs enseignes. Les enseignes nationales classiques qu'on connaît tous, c'est Intermarché, Système U, Carrefour, Casino, Leclerc et Auchan, que je ne les oublie pas. Du coup, sur mon parc, c'est un parc de 54 magasins. Donc, c'est un nombre de magasins qui est faible par rapport à ce qu'on peut constater dans d'autres sociétés, mais parce qu'on agit sur 4 gros marchés qui ont du coup beaucoup de produits. Si on prend un hyper classique, un Carrefour, on va compter 300 références, donc forcément, ça fait du travail. Donc, c'est 54 clients. Ces clients, ils sont répartis principalement sur ma région d'Intégré, parce que je suis sur la région de Lyon et c'est une région qui est quand même assez développée par les intégrés, mais aussi une belle part d'indépendants qui représente pour le coup plus de magasins. C'est-à-dire qu'on va avoir un cœur de business qui est au niveau des intégrés, donc peu de magasins qui représentent beaucoup de chiffres d'affaires, et après un maillage qui se fait sur beaucoup de petits magasins, mais d'indépendants. Donc là, on va parler d'Intermarché, de Système U, de Leclerc, qui vont compter sur mon parc facilement 35 magasins. Donc là-dessus, quoi dire de spécial? Le contexte est plutôt bon dans ces secteurs d'activité-là, dans le sens où la période favorise le business pour la grande distribution, étant donné qu'eux, étant considérés comme essentiels, ils peuvent se permettre ils sont restés ouverts déjà toute cette période, et puis ils ont fait des années records. Alors ça dépend des enseignes, ça dépend des magasins, mais on est sur des croissances, ce que je disais tout à l'heure, de 2-3%, donc qui sont plutôt pas mal, et certains peuvent même tirer sur du 10%, 15% pour les meilleurs. Nous, notre marché, en plus, c'est un marché spécial qui a explosé pendant cette période-là. Les plus fortes croissances qu'on peut voir, c'est du 30%. Et comment on fait pour aller chercher cette croissance de 30%? Alors, bien sûr, il y a la période qui a aidé, mais il y a aussi le travail quotidien qu'on fait en tant que fournisseur, qui va être l'animation des 4 P, donc la base du commerce en distribution, c'est-à-dire le produit qui soit bien dans les rayons de nos clients. Ensuite, qu'on ait la visibilité, donc ça va être la place, être présent dans le bon magasin, au bon endroit dans le magasin et dans la bonne place dans le rayon. Donc là, on va travailler sur tout ce qui est merchandising, être présent sur les zones chaudes du rayon, donc à hauteur de vue, au centre du rayon, là où les consommateurs vont plus facilement aller chercher les produits. Ensuite, on va passer par un levier qui est très difficile pour nous, qui est le prix, parce que la réglementation nous interdit de jouer sur ce prix-là. Après, là, c'est plus un rôle de conseil auprès de nos clients, voilà, leur souligner des points s'il y a une pratique des prix qui est trop agressive, et le conseiller sur des ajustements qu'ils pourraient faire. Après, en aucun cas, on peut bouger quoi que ce soit là-dessus. On n'a pas la main du tout sur les prix. Et le dernier levier qui, sur le marché justement de Panzani, le marché des féculents, des sauces et tout ça, et le levier le plus important, c'est le levier promotionnel, parce que c'est ce qui va faire qu'on va facilement aller chercher de la part de marché. La part de marché, c'est quoi? C'est tout simplement
sur 100 paquets de pâtes vendus, combien sont des paquets Panzani? Donc, le but, c'est dès qu'on fait une promo, on va facilement aller chercher 10 points de part de marché. Et donc, ça nous fait quoi? Ça fait une hausse du chiffre d'affaires et de la part mangée par Panzani. Donc, c'est un levier très important et très difficile à piloter parce que faire trop de promotions, c'est risqué parce qu'on va dégrader nos marges auprès de nos distributeurs. Et donc, forcément, ils vont voir le compte de Panzani se dégrader et ils ne vont pas vouloir appuyer sur cette marque-là dans les mois suivants. Donc, c'est un équilibre à bien gérer entre la promotion, le fond de rayon, donc les ventes qui se font dans le rayon et puis en promotion sur des tracts ou sur des zones promotionnelles. Donc, voilà. Donc, c'est globalement ça l'animation. Après, comment ça se traduit en action directe? Ça peut être des missions de merchandising, donc c'est avec des réimplantations en rayon, avec des mises au plan par rapport au concept commercial de la société. Ça peut aussi être des actions promotionnelles, donc de la mise en place promo en allée centrale ou dans d'autres zones promo comme des têtes de gondole. Et ensuite, toute action, par exemple, de la vente de référencement, donc ajouter des nouvelles références dans les magasins. Et pour ça, je m'appuie sur, donc moi, au quotidien, je vais rencontrer mes clients, j'ai des rendez-vous avec mes clients pour leur expliquer tous les bénéfices que je peux leur apporter avec mes produits, mais aussi une équipe de promoteurs et des merchandisers qui sont là pour m'accompagner dans les réimplantations, dans la mise en place d'opérations. Et donc, il y a aussi une casquette managériale parce qu'il il faut gérer les plannings de ces personnes-là, gérer le brief pour leur mission. Et donc, il faut savoir aussi faire ça. Donc, c'est un métier assez complet et qui fait que l'animation de ce réseau est pas si simple parce que c'est vraiment multicasquette. Il faut savoir être opérationnel sur la vente, la négociation, mais aussi sur le management. Donc, c'est très complet. Si je reprends la petite fiche, je pense avoir parlé de tout, ou presque tout. Ouais. Est-ce que tu pourrais faire un diagnostic du réseau, c'est-à-dire, tu sais, force, Ouais, faiblesse, opportunité, menace. ouais, Voilà, quel serait ton réseau? Donc, tu as dit, tu as combien de magasins? 54. Ah, voilà, donc 54. Sur globalement, donc ces 54 magasins, quel diagnostic tu ferais de ce réseau? Les forces, Alors, faiblesses. sur mon réseau de distributeurs, je dirais que leur force, moi, c'est principalement des gros magasins donc, qui attirent beaucoup de monde. Ça, c'est une vraie force qu'ils ont parce qu'on parle de magasins de plus de 5000 mètres carrés pour la plupart. Donc, ils ont forcément une galerie marchande. Donc, c'est un gros atout. Euh, Ensuite, ça va être les structures qu'ils ont. Ils ont des grosses structures avec une masse de personnel qui est importante. Donc, ils ont le poids d'un absent est beaucoup plus faible que dans d'autres petits magasins. Donc, ça, c'est vraiment une de leurs forces. Une de leurs faiblesses vient aussi de ça, c'est de se dire que c'est des grosses machines et donc ils ont peu de flexibilité, qu'ils ont des grosses organisations et que ajuster des périodes comme ce qui s'est passé pendant le Covid, s'ajuster. On voit très bien que les supermarchés ont su très rapidement changer leur fonctionnement. Le drive qui a pris d'un seul coup une part importante, eux, ils ont été très flex là-dessus, ce qui n'est pas du tout le cas des grosses machines comme des Carrefour ou des Auchan, qui, eux, ont beaucoup plus de difficultés à s'ajuster au jour le jour. L'opportunité pour eux, une opportunité, je pense que c'est dans le poids des négociations. C'est-à-dire que vu la masse de business qu'ils représentent pour, par exemple, la société Panzani, dans une négociation, ils ont beaucoup plus de poids parce que quand on va leur donner on sait qu'on va recevoir 100 par rapport à un petit magasin, un super ou un magasin de proximité qui, quand on va lui donner on recevra pas un, on recevra beaucoup moins. Donc, c'est vraiment ça qui leur permet, et on le voit dans les négociations annuelles, c'est qu'ils peuvent demander une contrepartie plus importante parce qu'ils vont avoir des résultats. Un nouveau produit dans ce magasin-là, ça génère direct du volume qui est impressionnant. Donc, c'est une grosse opportunité pour eux parce que ça fait aussi une force, j'ai envie de dire. Mais voilà, et la menace, c'est un peu le contexte actuel, c'est que les gens vont un peu plus vers la consommation de proximité, vont plus vers de la consommation e-commerce. Et aujourd'hui, ces acteurs-là qui sont dans mon portefeuille, qui sont
sont pas des acteurs dynamiques sur ces questions-là. Ils sont en train de le devenir, ils sont en train de se poser des questions, mais vraiment le côté, comment dire, ce côté vraiment de, je sais pas comment tourner le truc, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres, par exemple, des enseignes comme Grand Frais, comme des marchés locaux, des choses comme ça, ils ont une image et ont un poids vis-à-vis des consommateurs qui fait que, en fait, c'est vraiment ça, leur menace, c'est l'image qu'a la grande distribution aujourd'hui dans la tête des clients. Et de se dire que je pense, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que chez mes clients, un de mes gros clients, ça va être Carrefour, et que le patron de Carrefour est en train de tout faire pour reséduire ses clients, parce qu'il sait très bien qu'aujourd'hui, la grande distribution n'est plus un secteur aussi sexy qu'il l'a été, et ils se doivent aujourd'hui de montrer à leurs clients, de montrer patte blanche, de montrer qu'ils n'ont pas de mauvais produits, parce que pendant tant d'années, en fait, ça a été le cas où ils ont été moins regardants sur tout ça. Donc, c'est vraiment la menace, c'est de se dire qu'il faut qu'ils prennent ce virage-là. C'est le virage du e-commerce, parce qu'il y a des acteurs, par exemple, comme Amazon, qui sont en train d'arriver sur la distribution alimentaire, et qu'il ne faut pas qu'ils ratent ce virage. Donc, je pense que c'est ça sur le SWOT de ce réseau de distribution. D'accord. Ouais, ouais, ce que dit Mével, je ne sais pas si tu le regardes en Twitter. Ça Olivier Mével. D'accord, ah oui. Je ne connais pas, Olivier. Ah ouais, bah regarde Olivier Mével. Bon, c'est un prof de breton sur sur la distribution, et je t'enverrai un document qui est vidéo, qui est pas mal sur j'ai fait travailler la promo là, cette année. Okay. Et il dit que, alors lui, c'est plus sur la répartition des revenus entre l'agriculteur, le distributeur, Bah, les carrément aussi. IAA. Et il dit la même chose que toi, c'est-à-dire qu'il fait des comparaisons et des stats, et il voit que aujourd'hui, en fin de chaîne, effectivement, il y a une augmentation des revenus, mais ce n'est pas forcément la grande distrie qui en a profité. Et c'est la restauration hors domicile qui a pas mal profité de cette augmentation. Et alors, par contre, au bout de la chaîne, ou en amont de la chaîne, l'agriculteur, lui, a perdu en revenus Carrément. 50%. Ah, c'est clair. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment qu'ils arrivent à reséduire leurs consommateurs. Et alors, ça passe même par leur talent. Hein. Au niveau des ressources humaines, aujourd'hui, la grande distribution est un secteur qui a beaucoup de difficultés à recruter, que ce soit des jeunes diplômés, des employés sans trop de qualifications. Quand d'autres secteurs d'activité comme la logistique, comme la restauration, eux, ont beaucoup moins de mal à recruter, alors que pourtant, on parle de salaire équivalent, donc c'est qu'il y a quelque chose au fond qui fait qu'il faut qu'ils se remettent en question, et c'est un vrai virage qu'ils sont en train de prendre tous, on le voit clairement, leurs investissements vont dans ce sens-là. Maintenant, encore une fois, tellement gros, c'est des réseaux qui sont tellement massifs le virage est beaucoup plus lent à prendre et beaucoup plus risqué aussi, donc ils ne peuvent pas aller trop vite non plus dans ces changements. Donc, mais c'est intéressant, il y a beaucoup de projets et je pense que la grande distribution, on arrive dans un vrai tournant. Parce que c'est un système qui n'a pas bougé depuis 40 ans, donc, ou quasiment pas évolué. C'est des évolutions légères par rapport à ce qu'on a pu connaître. Et avec des nouveaux acteurs qui arrivent, ça est en train de rebalayer complètement les cartes. Donc, c'est bien, c'est une opportunité pour le coup. Après, il faut qu'ils la saisissent, quoi. D'accord. Et toi, par exemple, par rapport à ton animation réseau, ça veut dire que tu te prépares éventuellement Bon, on se prépare carrément, dans le sens où aujourd'hui, le e-commerce qui était un peu la dernière roue du carrosse, on disait, bon, quand on a le temps, on va un peu regarder ce qui s'y passe sur les plateformes de e-commerce, on va se regarder un peu ce qui se passe dans les drives. Aujourd'hui, c'est aussi important qu'un magasin, finalement, qu'un hypermarché, parce que avec en plus la crise sanitaire, ça a forcément explosé le e-commerce. Et on arrive sur certaines zones où le e-commerce représente 10% ou 20% du marché, ce qui est monstrueux en fait.
Donc, voilà, dans certains magasins, ne pas regarder la partie e-commerce, enfin, dans certaines zones. Alors, pour le coup, on va parler de Leclerc, mais les Leclerc que j'ai sur mon secteur, à chaque fois, sont rattachés ou à proximité. Il y a des Leclerc Drive. Et les Leclerc Drive peuvent faire jusqu'à 10% du chiffre d'affaires d'un magasin, en sachant que c'est hors non alimentaire, parce qu'ils n'ont pas de non alimentaire Drive, ou très peu. Donc, c'est que de l'alimentaire. Donc, au final, des fois, il y a des drives qui arrivent à faire autant de chiffre d'affaires qu'un magasin physique. Donc, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a une vraie mutation et qu'un fournisseur qui se dit, moi, je ne m'intéresse pas au drive, il se met de côté une part importante du business. Donc aujourd'hui, oui, on regarde à parts égales. Maintenant, on est toujours très investi dans les réseaux classiques parce que c'est eux qui apportent le plus de valeur. C'est les 20-80. Mais il faut quand même être attentif à ce qui peut s'y passer et commencer à prospecter toute la distribution e-commerce, quoi. Surtout qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a des sujets. Alors, moi, sur mon réseau, justement, il y a des intermarchés qui ont créé une plateforme qui s'appelle la plateforme StarDrive. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que les magasins intermarchés ont un fonctionnement au niveau du drive qui est particulier. C'est-à-dire que le drive vient faire du picking, c'est-à-dire qu'ils viennent piquer les produits dans le magasin. Comme s'ils étaient un client, ils ont la liste de courses du client et hop, ils vont chercher les produits. La problématique, c'est que ça, aujourd'hui, a un tellement poids dans le magasin que ça dégrade la qualité des rayons des magasins. Donc, ils se retrouvent face à un produit, c'est alors uniquement pour les produits de grande consommation, pour notamment les pâtes, le café, les céréales, les sucreries, le liquide. Et du coup, ils sont en train de se dire, bon, bah, on va créer des plateformes qui vont, eux, s'occuper de l'approvisionnement de ces produits-là pour les magasins. Donc, ils préparent les commandes Drive et ils les livrent dans chaque magasin toutes les 2 heures. Et ensuite, le magasin complète avec les produits frais. Et c'est là où on se rend compte que c'est intéressant, parce que s'ils sont obligés de faire ça et de mettre en place cette logistique-là, c'est qu'il y a vraiment un enjeu important pour eux au niveau business. Et on a vu la même chose chez Système U à Lyon avec le concept course U, avec de la livraison à domicile. Leclerc est en train de faire sensiblement la même chose. Donc, faut être à l'affût parce qu'à mon avis, c'est un secteur qui va bouger très très vite, le e-commerce en distribution alimentaire. Et ouais. Et Donc, est-ce que vous adaptez votre offre par rapport à ces formes de distributeurs, hein? alors ouais, on adapte l'offre parce qu'on se rend compte qu'en fait, les distributeurs e-commerce, ça va plus être une offre qui est plus axée vers les nouvelles générations. En fait, les consommateurs classiques de e-commerce, c'est la cible 25-35 ans. Sur la partie plutôt livraison, attention, ça c'est plutôt sur la partie livraison. Sur la partie drive, ça va plutôt être une cible 30-40 ans. Et en fait, globalement, c'est des familles, des parents en fait, avec des enfants en bas âge qui n'ont plus le temps entre les enfants en bas âge plus le travail de faire les courses. Et donc, c'est par gain de temps qu'ils choisissent ce mode de fonctionnement-là. Mais cette année, par exemple, avec le Covid, la catégorie qui a été le plus recrutée, c'est les personnes âgées qui sont plus allées dans les drives. Donc, c'est assez impressionnant de se dire, en fait, c'est plus tellement de tranches d'âge Ouais. particulières qui sont clients de ça. Donc, à l'époque, avant, il y a un an, oui, il y avait clairement un choix stratégique de se dire on va mettre plutôt des formats familiales et aussi des petits formats à vendre sur nos sauces. On allait soit du 600, donc les gros formats pour justement les familles, ou les 200 pour justement les étudiants, les jeunes actifs qui sont en couple et qui consomment des petits formats. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, il y a autant de gammes sur les sites de e-commerce que sur les magasins physiques. Donc, il n'y a plus tellement d'offres adaptées. D'ailleurs, je crois que j'avais une info. Par exemple, un des magasins, l'Intermarché de Doulin, ils ont ajouté 15 000 références cette année sur leur drive. Donc, c'est monstrueux, quoi. Il y a autant de produits sur leur drive que dans le magasin. Donc, D'accord. Ah ouais. donc c'est avant, c'était plutôt de se dire le drive, c'est la dépanne, on touche une petite partie de la clientèle et on a particulièrement l'offre adaptée à cette clientèle-là. Aujourd'hui, en fait, tout le monde est consommateur de e-commerce et il faut avoir une offre aussi large qu'en magasin.
Après, il y a des adaptations. Hein. Il y a certaines marques qu'on voit qui adaptent leurs choses. Un truc qui est très important, c'est le e-merchandising. Ça, c'est nouveau. C'est un nouveau métier qui se crée et on le voit apparaître chez nous. C'est par exemple, si on va sur le site d'un distributeur, le packaging sur le site n'est pas le même qu'un packaging dans un rayon. Parce qu'en fait, le client ne va pas regarder le paquet de la même manière. Je vais montrer un exemple. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça amène des nouveaux métiers. En fait, si on prend un paquet de pâtes Panzani, on a des pictos dessus, du style le format. Alors, nous, on travaille sur les pâtes en 2 formats, le 500 et le kilo. Et on a plusieurs pictos comme le blé français, comme si c'est une cuisson rapide ou une cuisson classique. Alors nous, cuisson classique, c'est qualité or. Je vais montrer ça direct sur le téléphone. Et en fait, sur la version Drive, on est obligé forcément de zoomer énormément ces informations-là, de style comme ça. D'accord. En fait, si on va dans un magasin, alors, hop, si on va dans un magasin, le picto, il sera pas aussi gros sur le paquet. Ah, Là, d'accord. on voit les pictos, ils sont monstrueux, enfin, ils prennent une place importante sur le paquet, ce qui n'est pas du tout le cas dans la réalité. Et on adapte vraiment le packaging du site. C'est pas le même que dans la réalité. D'accord. Hein. D'accord. Et c'est pas celui que tu vas acheter. Donc, effectivement, le Et, visuel du. ouais, Ah le ouais. visuel, il ne correspond pas au produit, c'est un visuel adapté parce que justement, c'est ce qu'on appelle nous le e-merchandising, parce que c'est ce qu'on pourrait faire le retravail du lieu, donc du rayon. Là, on le retravaille, mais c'est en ligne. Donc, ça va être le packaging, bah, il y a une version en ligne. Ah ouais, intéressant. Et, et pareil, il y a un nouveau métier, c'est le search merchandising. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, quand on rentre dans un rayon, il y a une logique d'emplacement, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre n'importe quel produit à n'importe quel endroit parce qu'il y a des logiques de rentabilité, de vente, de volume, etc. Et ben, il y a la même chose sur les sites de e-commerce, par exemple Intermarché Drive ou Leclerc Drive. Et il y a tout un algorithme derrière qui fait le placement des produits. Et alors ça, pour nous, en tant que fournisseur, c'est très compliqué de pouvoir être dans le top parce que l'algorithme, il est très intelligent et il prend énormément de facteurs. Donc, nous, on ne sait pas comment ajuster euh, notre positionnement dans ça. Et le positionnement, alors aujourd'hui, la société teste pour arriver à optimiser notre positionnement. Par exemple, quelqu'un tape coquillette, il va y avoir la coquillette Leclerc, puis la coquillette par exemple, Barilla, puis la coquillette Panzani. Pour que ce soit direct la coquillette Panzani, autant on va réussir à avoir des petites actions qui vont faire qu'on va repasser premier, autant la semaine d'après, ça sera terminé et on va repasser deuxième. Donc, c'est des nouveaux métiers. C'est pas nous qui nous en occupons les commerciaux, mais c'est quand même hyper intéressant parce que c'est un enjeu de taille. Oui, ça veut dire que toi, par exemple, sur un magasin, tes résultats, par exemple, ils sont impactés par le e-commerce? Mais les magasins, indirectement, ils sont impactés parce qu'ils perdent des clients ou il y a des clients qui consomment moins qui a une fréquence d'achat ou un panier d'achat qui est beaucoup plus faible en magasin. Oui, Donc, oui, ils sont clairement impactés par l'e-commerce. d'accord. Mais en fait, le e-commerce, ce sont eux, de toute façon. Quand tu Oui, es c'est derrière, au Carrefour. final. Par contre, toi, par exemple, ça ne te fait pas perdre des résultats? Alors moi, ça ne me fait pas perdre des résultats dans le sens où souvent, les ventes du drive sont rattachées aux ventes du magasin. Donc, D'accord. pour le Alors, coup, dans nos super. résultats, on est… Mais donc, du coup, c'est-à-dire que les stats qu'on peut avoir, il faut toujours les digérer et de se dire, OK, qu'est-ce qui est du rayon, qu'est-ce qui est du drive. Souvent, on arrive à avoir des résultats sur le rayon. Et il y a des actions, typiquement, des fois, des hausses, on pense qu'on a fait des hausses, nous, en fait, c'est des hausses liées au drive. C'est pas du tout une action magasin qui a fait cette hausse-là. Bon, voilà, après, le drive, nous, on n'y touche pas trop en tant que commercial, mais c'est le Clear Drive, parce que le Clear Drive, c'est vraiment un business comme on peut faire en magasin. Les référencements, c'est nous qui devons les faire, c'est-à-dire que nous d'aller chercher les codes chez nos clients, ce qui n'est pas le cas chez Intermarché. Chez Intermarché, automatiquement, si le produit il est dans le rayon, normalement, il est sur le drive. Donc, une fois qu'on a fait notre action en magasin, l'action est faite sur le drive. Après, on pourra faire des actions promotionnelles. Et là, c'est pareil.
comme on fait une action promotionnelle en magasin, mettre en avant un produit, on peut le faire dans un drive. C'est-à-dire, on peut mettre une bannière sur un drive. Et ça, c'est pareil, c'est une nouvelle approche de notre métier, parce qu'aujourd'hui, notre métier, on sait faire, nous, des approches en magasin. Faire une promo, on met des palettes en allée centrale avec une note de 20%, ça, on sait faire. En drive, une bannière, c'est beaucoup plus délicat. Enfin, on n'a pas la technique, on ne sait pas mesurer l'impact de notre action. Donc, il y a des gros challenges aussi pour les industriels à mesurer tout ça et mesurer quelle action apporte quoi, et donc du coup le ROI de chaque action, quoi. D'accord. Donc ça veut dire que tu auras des métiers comme le tien Ouais, donc en rayon et animant des rayons physiques, et puis il y aura c'est des ça. métiers, ce que tu dis, l'ouverture de nouveaux métiers où là tu auras des mecs qui travailleront le drive ou qui travailleront le e-commerce. C'est ça. C'est déjà le cas. Nous, en fait, aujourd'hui, les chefs de secteur, vu qu'on est déjà en déplacement, qu'on est déjà en rendez-vous clientèle tous les jours et qu'on c'est notre expertise, on visite déjà les Leclerc Drive, mais uniquement les Leclerc Drive. Après, l'ensemble des drives, hors le Leclerc Drive et la visite des points de vente, enfin, drive par drive, sinon, c'est des personnes, nous, on a c'est une cellule digitale qui, eux, sont en charge d'aller négocier auprès des distributeurs les drives. Et ça devient très compliqué parce qu'en fait, aujourd'hui, les personnes, les comptes clés chez nous, donc chez Panzani, les comptes clés qui sont en charge de revendre auprès des enseignes et des centrales la politique commerciale de la société, prennent aussi la casquette de drive où on négocie le contrat au niveau du drive. Mais après l'exécution du contrat, ils passent la main aux catégories managers qui, eux, vont travailler en collaboration avec la cellule digitale qui, eux, vont animer en fait ces clients-là. Donc, ça complexifie beaucoup les choses en sachant qu'il y a un autre intervenant qui rentre dans la course parce qu'il y a des petits malins comme Leclerc, enfin même quasiment tous, qui ont compris qu'il y avait un vrai business à faire dans les plateformes Drive, mais de deux côtés. Il y a autant un business auprès des consommateurs, mais aussi un business auprès des fournisseurs pour vendre les meilleures places sur le site et vendre la visibilité. Et donc, ils ont créé des régies, donc des régies publicitaires. Et donc, quand on voit, par exemple, là, on va sur Leclerc Drive, je sais pas, par exemple, Lyon 9, on va tomber sur une bannière. Alors, on va bien voir s'il y a une offre en cours. On va tomber sur une bannière et là, on va se dire, là, c'est l'offre Leclerc. Donc, c'est pas très intéressant. Mais toutes les bannières qu'on voit, en fait, c'est pas Leclerc qui gérait ça, du style ces bannières-là. En fait, c'est une régie qui travaille pour Leclerc qui gère ça. Et donc, par exemple, auprès d'un fournisseur, ils peuvent nous demander, nous, on peut les contacter en disant on veut développer le chiffre d'affaires de notre marque sur votre site des e-commerce. Comment on peut faire? Ils vont nous proposer d'acheter des emplacements. Donc, ça peut être des emplacements. Ça. Bon, là, actuellement, il n'y a pas grand-chose chez Leclerc. Donc, à voir. Mais ça peut représenter des budgets pour des sociétés qui vont à 200, 300, 500 000 euros par an. Donc, pour eux, c'est pas. S'ils arrivent à faire ça avec une trentaine, une quarantaine de fournisseurs, c'est pas un petit budget qu'ils vont récupérer non plus. Donc ça, c'est vraiment à suivre, quoi. Ce faut nous concrètement. Est-ce que tu peux me dire, par exemple, pour la partie Ouais, méthodologie d'animation, est-ce que tu oui. suis toujours une méthode d'animation très précise? Voilà. Est-ce que si tu dois nous donner succinctement la méthode, quelle serait la démarche d'animation? Alors nous, la méthode d'animation, je parlais tout à l'heure de 4P, en fait, elle se résume à ça. C'est-à-dire déjà, nous, la clé d'entrée quand on va animer un client, déjà, pour créer le relationnel, découvrir, le connaître, etc. Maintenant, une fois que généralement nos produits sont dans les magasins, maintenant on a l'ADN, la distributivité numérique, la distribution numérique, c'est-à-dire la présence de nos produits. Et là, c'est le premier point d'entrée. Le but, c'est d'avoir 100% de présence de nos produits disponibles dans chacun de nos clients. Tant qu'on n'a pas ça, entre guillemets, on ne va pas passer à une autre étape. Ça ne sert à rien. C'est le premier pas, c'est le premier levier qui va générer du chiffre d'affaires pour nous. Donc, on commence par ça. Ensuite,
c'est l'emplacement, faire en sorte que nos produits soient bien présents, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment. Et ensuite, on passe sur le levier promo. De temps en temps, ça nous arrive de, par exemple, axer plus la promo parce qu'on sait que c'est un magasin qui est gros vendeur de promo et on a beaucoup plus de difficultés en rayon. Mais grosso modo, c'est le levier des 4P, on passe comme ça, hein. C'est le produit, le rayon, enfin l'implantation rayon et après la promo. Et c'est rare d'aller revendre de la promo quand on n'a pas encore les produits. Enfin, c'est pas une. Dans le cas de Panzani, il y a des sociétés qui, eux, pour le coup, étant plus petits, ont des difficultés à rentrer dans les rayons. Et donc, du coup, passer par la promo, c'est aussi un gage de démontrer l'intérêt du client à l'avoir dans le rayon. Nous, ce n'est pas le cas. Les produits doivent être dans le rayon pour ensuite activer et que le client ait l'habitude d'acheter pour qu'après, il aille le récupérer en rayon. Donc, nous, c'est plutôt dans cet ordre-là. La méthode d'animation. Après, si on parle de méthode de vente, nous, la méthode de vente chez Panzani, c'est surtout un bénéfice. C'est-à-dire qu'on n'est pas là dans une démarche de faire du perdant-perdant. On est vraiment dans la démarche gagnant-gagnant. Et c'est toujours, sur toute action de vente, que le commercial arrive à montrer un bénéfice pour Panzani et un bénéfice pour son client. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ce n'est pas une bonne vente. Un truc où Panzani a gagné et le client ne va rien gagner, bah, ce n'est pas une bonne vente. On ne la fait pas, ce n'est pas intéressant. Parce qu'on veut conserver cette expertise et ce relationnel qu'on a avec nos clients et qui est hyper important. Et aujourd'hui, on est reconnu par nos clients comme le captain, ce qu'on appelle le captain catégorie, c'est-à-dire qu'en gros, vu qu'on a une position de leader sur l'ensemble du rayon des féculents, que ce soit sur pâtes, sauceries et les couscous sont nés leaders de ces marchés-là. Du coup, on se doit d'être objectif sur les recommandations qu'on leur apporte. Et des fois, ça passe aussi par pousser le développement d'un de nos concurrents, sans non plus perdre trop de temps et trop d'énergie. Mais moi, ça m'arrive au quotidien de dire oui, bah, clairement, Mouti, qui est un très gros concurrent sur les sauces tomates, dire Mouti, effectivement, c'est des bonnes sorties, il faut développer l'offre. Parce que c'est aussi ça, animer nos clients, c'est aussi les accompagner dans le développement de leur chiffre d'affaires et de leur gamme de produits et de leur dire qu'il y a un produit concurrent qui est très bien, qui performe. C'est aussi montrer qu'on est légitime à l'accompagner, même si sur cette vente-là, on ne va pas gagner sur ce point-là, mais on gagnera sur la crédibilité et sur un lien de confiance qui nous permettra de gagner sur autre chose. Donc, c'est une démarche gagnante. Sur la méthodologie dans l'animation, c'est ce qu'on va créer. Donc, c'est important aussi. Très bien. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Quelles sont tes préconisations? Alors, préconisation, dans quel sens? Qu'est-ce que tu préconises? En fait, c'est par rapport à la situation d'aujourd'hui. Qu'est-ce que pour l'améliorer, qu'est-ce que tu préconiserais en fait, par rapport à ta situation, voilà, tes préconisations, quels sont tes conseils, voilà, vis-à-vis des étudiants ou vis-à-vis de mes clients? Vis-à-vis de tes clients. Alors, vis-à-vis de mes clients, aujourd'hui, le cheval de bataille, il y a trois chevaux de métaux. Ouais. C'est principalement la rationalisation des assortiments. En fait, aujourd'hui, il y a eu un peu la course à développer tous les fournisseurs, à développer le nombre de références parce que, quelque part, avoir ce qu'on appelle la part d'offre, plus on a de produits, plus on a de voix dans les rayons. C'est-à-dire que si on a 100 produits et que le rayon comprend 200 produits, on a un produit sur deux. Forcément, on va être beaucoup plus visible que notre petit copain qui en a 30. Donc, c'était la course de tout le monde, c'est-à-dire on développe des produits, sauf que ça arrive à un point où on se retrouve avec des rayons qui ont beaucoup trop de produits et donc on perd le consommateur dans la lecture. Et aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait par les centrales d'achat, par les fournisseurs avec leurs cellules clients, mais aussi par les commerciaux en magasin avec nos clients, c'est de se dire adapter l'offre en fonction de leur consommation. Et typiquement, des fois, ça passe aussi par supprimer de ces codes. Alors, c'est supprimer les codes de nos concurrents, mais supprimer de ces codes aussi, parce que chez tout le monde,
il y a des produits qui ne correspondent pas à l'offre. Et aujourd'hui, c'est la problématique. On voit dans beaucoup trop de magasins, c'est on a une offre mais tellement large qu'il y a des produits qui ne répondent à aucun besoin. Et donc, c'est de supprimer cette offre-là qui répond à aucun besoin et de apporter une lecture au client de l'offre qui est beaucoup plus en lien avec le besoin qu'il va rechercher, tout simplement. Donc, ça, c'est la première préconisation. La deuxième préconisation, c'est vraiment accélérer sur la valorisation de l'offre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs, dans les gammes de produits, il y a plusieurs typologies de produits, sans passer sur de la théorie avec la vache à lait, etc. Mais c'est le cas. On a des produits qui vont recruter du conso. Si on parle de panzani, la coquillette, la macaroni classique en 500 grammes en kilo, c'est des produits qui vont attirer le consommateur. Les clients vont venir chercher ces produits-là. Maintenant, si tout le monde achetait que ces produits-là, les distributeurs ne seraient pas très rentables et la société Panzani ne serait pas très rentable non plus. C'est comme ça, c'est pareil pour tous les fournisseurs. Si on va dans le rayon café et qu'on achète le café basique de chez grand-mère ou le café basique de chez je ne sais pas qui, le chocolat pareil, la tablette classique de chez Nestlé, ce n'est pas un produit très rentable. Le Nutella de chez Ferrero n'est pas un produit très rentable. Donc en fait, c'est à dire que ça, c'est un produit d'appel. Le client vient et la préconisation aujourd'hui, les années, c'est pour notre poste, c'est de faire comprendre à notre client que ces produits-là doivent être présents, mais ce n'est pas sur ces produits-là qu'on doit pousser. Il y a des produits qui répondent à des besoins actuels, le bio, le vrac. Quelles sont les tendances? Nous, c'est le premium aussi, les pâtes de meilleure qualité qui sont plus travaillées, avec des formes plus travaillées, qui sont plus valorisées, offrent une meilleure rentabilité pour notre client et pour nous. Et donc, c'est de lui faire comprendre que par de l'animation, par la réimplantation de rayons, etc., on retravaille cette gamme-là pour qu'elle soit plus visible. Et pour que justement le consommateur soit tenté, parce que ça va dans les besoins des consommateurs. Aujourd'hui, la tendance fait qu'ils vont aller chercher ce genre de produit-là. Donc, naturellement, s'il y est et qu'ils le voient et qu'ils le testent et qu'ils l'aiment, ils vont aller le rechercher. Et donc, au final, tout le monde y sera gagnant. Donc, c'est la deuxième préco, c'est de faire attention à bien dissocier les ventes, le volume que peut générer un produit et le gain que ça peut apporter. Alors, des clients le font très bien, d'autres le font très mal. Donc, il y a un rôle de conseil là-dessus. D'accord. Quels sont tes supports quand tu bosses, tes ressources, tes supports? Alors, nous, les supports, aujourd'hui, c'est très numérique. On est à l'ère du numérique, on a quasiment plus de papier. C'est notre ordi, notre tablette, avec plusieurs outils informatiques. On a déjà l'outil CRM de la boîte qui s'appelle maintenant SFA. Alors, CRM, c'était des outils de pilotage de la relation client. Maintenant, SFA, c'est des outils de vente. C'est Salesforce Automation. C'est en gros l'automatisation de la vente. Donc là, nous, on est sur des outils, pour le coup, CLI, qui est un outil de relevé linéaire, donc qui nous permet de savoir quel produit est présent dans le rayon, du coup, quelle place on occupe dans le rayon aussi, pour après, derrière, être force de proposition à notre client. Ça, c'est un des premiers outils. Le deuxième outil, ça va être tout ce qui est book de vente. Donc, ce qui existait autrefois, que j'ai connu quand même il y a quelques années en papier, qui existe maintenant en version numérique, donc avec des vidéos, avec des logiciels interactifs où on montre avec nos clients, on lui revend un nouveau produit, hop, directement sur la tablette, l'argumentaire de vente, le prix, machin, on sait tout. On n'a pas besoin de sortir des feuilles dans tous les sens et au niveau écologique, c'est quand même beaucoup mieux. Après, on en imprime quand même, on en a toujours en version papier parce qu'on ne peut pas laisser notre tablette au client, donc on est obligé d'avoir du papier. Et après, j'ai envie de dire, ça c'est le BABA de tout commercial en grande distribution. Ça, le fameux plan de vente. C'est vraiment l'outil de base parce que il manque tel produit dans le rayon, il faut qu'il ait le code pour le commander. On n'a pas eu le temps de le voir, on l'a vu très rapidement, il n'avait pas son scanner de commande ou quoi que ce soit. Donc, du coup, il faut lui laisser le code pour qu'il puisse le réactiver. Le plan de vente, on lui laisse en 2 secondes. Quel outil on a? On a des outils de passage de commande parce qu'on a des entrepôts
Donc, en tant que commercial, j'ai un entrepôt où je peux me faire livrer de la marchandise pour en donner à mes clients, pour faire des tests, etc. La PLV, donc tout ce qui est l'habillage promo ou l'habillage de rayon, c'est pareil, je m'en fais livrer. Donc, on a une plateforme de commande donc pour pouvoir après le recevoir, etc. Donc, ça, c'est aussi une ressource, notre entrepôt. Des logiciels de faire des planogrammes. Donc, quand on fait un rayon, quand on réimplante un rayon, on ne vient pas comme ça au petit bonheur la chance. On a étudié le truc avant et on a fait un plan qu'on a analysé en amont. Et justement, on a des logiciels pour faire des rayons, des simulations de rayons. Donc, c'est aussi un outil qu'on utilise pas mal. Des logiciels de pilotage de nos promoteurs. Donc, on leur fait leur planning, on leur donne les missions qu'ils ont à accomplir dans la semaine. Puis je pense que j'ai fait le tour. Puis la voiture, le plus important, voiture, téléphone, c'est les ressources les plus importantes, c'est le b.a.-ba. Si on n'a pas de voiture pour aller chez le client et qu'on ne peut pas le joindre, Ouais. on ne peut pas travailler. Donc, c'est vraiment le principal, la voiture et le téléphone. D'accord, super. Et comment tu calcules tes résultats? Je ne vais pas te Alors, demander les nous, résultats, mais comment tu les calcules? ouais, nos indicateurs, c'est très simple. J'ai envie de dire, en mathématiques, déjà la présence des produits, ce que je disais tout à l'heure, l'ADN. Donc, la présence de mes produits chez mes clients, avec une ambition sur certaines catégories qui est marquée, où on va nous attendre à 100% de présence de ces produits, et d'autres catégories où forcément on est beaucoup moins exigeant. La DV, donc la distribution valeur, être présent dans les magasins qui nous apportent le plus, ça c'est une deuxième démarche qui est, OK, si on n'est pas à 100% de distributivité en numérique, donc on n'est pas présent partout, au moins être présent dans ceux qui nous apportent le plus de résultats. Donc ça, c'est un deuxième indicateur qu'on pilote. Ensuite, et là pour le coup, chez Panzani, on est très là-dessus, sur la part de linéaire. Donc la part qu'on va avoir dans les rayons, parce qu'aujourd'hui, globalement, sur chacun des marchés, il y a peu de concurrents, mais de gros concurrents qui peuvent prendre beaucoup de poids. De style sur les pâtes, c'est simple, la marque distributeur, Barilla, et après d'autres petits acteurs. Mais globalement, aujourd'hui, s'il y a un rayon et si Barilla est 2 fois plus gros que Panzani, mathématiquement, il ira faire 2 fois plus de ventes que Panzani. C'est pas si mathématique que ça, mais c'est quand même souvent le cas. Pareil sur le riz, si Toro et du Sucru sont 2 fois plus petits que Uncle Ben's va nous prendre va faire 2 fois plus de ventes, donc on va perdre des positions face à eux. Donc c'est suivre la part de linéaire de nos produits sur notre réseau de distributeurs. C'est comme ça qu'on va voir. Plus notre part de linéaire va augmenter chez nos clients, nos résultats vont augmenter. Et alors pour lire justement ces résultats-là, ça va être sur les actions, les résultats de nos actions. Et après, pour voir les résultats des résultats de nos actions, c'est-à-dire est-ce qu'il y a bien eu des ventes qui se sont effectuées derrière, on va utiliser un dernier indicateur qui est la part de marché. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Sur 100 paquets de pâtes vendus, combien sont des Panzani? Et ça, c'est piloté à la période, donc chaque mois, avec des données de Nielsen, donc un panéliste qui récupère les sorties caisses des magasins et qui va étudier et dire sur le marché des pâtes, combien ont été des Panzani, combien ont été des Barilla, combien ont été des Garofalo, des Chico, des marques distributeurs. Et ça nous permet deux choses, de savoir, de piloter, de se dire, OK, où est-ce qu'on en est, sur quoi il faut qu'on appuie, etc. Et puis de voir aussi, effectivement, si nos actions nous ont permis d'apporter le fruit de nos efforts. Et après, il y a des indicateurs qui vont plus être ponctuels sur des intégrations de nouveaux produits, le nombre de nouveaux produits qu'on a intégrés, ou le nombre d'opérations qu'on a effectuées sur une période. Par exemple, on a des temps forts. Dans l'année, il y a 3 temps forts. Donc, c'est des temps forts promotionnels. Et c'est de se dire combien de mises en avant, donc combien d'offres promo on a fait en magasin, pour justement voir l'adéquation qu'il y a entre le niveau de mise en avant qu'on a fait et la part de marché qu'on a réussi à obtenir. Donc voilà. Eh bien, oui, super. Et alors, dernière question. Ouais. Comment tu notes la rigueur dans le suivi de l'application des accords de référencement? Est-ce que par rapport au référencement, par rapport aux accords donc, de centrale, Ouais. est-ce que tu as un suivi là-dessus?
Voilà, comment ça se passe? Ouais, ouais. Bah, on suit forcément à chaque mouvement d'assortiment. Il y en a globalement 2 dans l'année. Post-négo national, donc les négo nationales se terminent fin février. Le temps que les redescentes d'assortiment se fassent, que les entrepôts soient chargés et que les clients puissent commander. Généralement, au 1er mai, on va dire que c'est fait. C'est courant avril que ça se fait, mais 1er mai, c'est fait. Le but, nous, c'est qu'il y ait 100% des produits qui sont disponibles qui soient en rayon en mai. Maintenant, aujourd'hui, je dirais qu'on est sur du 8 sur 10. C'est-à-dire que 8 produits sur 10 qui sont à l'assortiment sont réellement dans le rayon. Chez Leclerc, enfin, on va commencer par Carrefour, Auchan, Système U, généralement, nous, sur nos familles de produits, on est sur 100%. 100% des produits disponibles, référencés en centrale, sont présents dans le rayon. Maintenant, chez Leclerc et Intermarché, on va être sur du… Ouais, peut-être pas 8 sur 10, je suis un peu dur, mais 9 sur 10. Donc, il y a quand même une déperdition de 10% des produits qui sont pas référencés. Donc là, il y a un vrai rôle. Alors là, je parle sur un secteur travaillé. Sur un secteur qui n'est pas travaillé, on va être sur du 70 sur 100, hein, donc sur du 7 sur 10. Donc, il y a vraiment 30% qui est perdu. Donc, il y a un vrai travail à faire déjà sur aller chercher les références. Et on parle de produits en plus essentiels, des pâtes où il n'y a pas de problématique de vente, etc. Donc, il y a un vrai boulot du commercial là-dessus. Eh ben, je crois que là, tu as fait le tour complet de implanter et promouvoir l'offre chez les distributeurs. Je crois qu'il y a tout. En tout cas, je te remercie. Bon, je vais arrêter